Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jacques Bompard pour le groupe des non-inscrits. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, j'ai trouvé le titre de votre premier chapitre assez heuristique. Élaborer des politiques d'anticipation du changement climatique sur le littoral. Elle forme un aveu bien regrettable de notre temps politique, à savoir l'abandon de la prise en compte des conséquences dans notre analyse de la production juridique. Le Vaucluse ne possède certes pas de littoraux, mais la question intéresse puisqu'elle concerne les plans d'aménagement, les relations entre l'État, les collectivités locales et les associations œuvrant sur les dits territoires. Aussi, cette question intéresse-t-elle toute la France et tous les Français, notamment du fait de la prise en compte des questions environnementales. J'avoue qu'il est bon de voir la gauche légiférer sur la question après le scandale des paillotes qui marqua la Corse. Je vous rappelle qu'à l'époque, des gendarmes furent livrés en pâture pour satisfaire à des magouilles d'État impliquant la haute fonction publique et le gouvernement. À la lumière de ces événements tragiques où l'État alla notamment contre la vie de ses soldats pour préserver des arcanes politiques, il convient de préserver toute étrangeté dans le contenu du texte qui nous est proposé. Pourtant, cette condition n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite à l'article 2 bis, où la question des indemnités semble peu claire, ce qui est d'autant plus dommage alors que l'Assemblée discute de ce texte depuis longtemps. Pourquoi nous donner une indemnité que d'au maximum 75%, soit l'on présage de la bonne foi du propriétaire et le recul du trait de côte n'était pas anticipable, soit le bien a été construit au mépris de la loi et il n'y a aucune raison de faire payer à la collectivité les errements des individus. Il s'agirait également d'assurer la complète transparence du fonds en question afin qu'aucun doute n'habite les habitants de ces régions quant au bien fondé de l'action de l'État. La modification du Code de l'environnement à l'article 3 laisse également dubitatif. On comprend qu'une attitude pragmatique puisse présider à la mise en œuvre des zones résilientes et temporaires, mais on comprend moins l'alchimie administrative qui apparaît dans le texte, tout comme on peine à entendre l'intégration de réalités physiques différentes et une stratégie nationale de gestion du trait de côte. Au contraire, il faudrait une action tout à fait délocalisée, hors des grands principes, tant chacun comprend que la Méditerranée n'évolue pas comme la Manche ou l'océan Atlantique, à moins qu'il ne s'agisse encore de considérer une France uniforme de Brest à Nice. Je suis tout à fait favorable à l'objectif qui fut celui de la loi littorale, afin que nos côtes soient préservées de l'enlaidissement massif connu par exemple dans les entrées de ville. Je ne suis donc pas favorable à ce que nous urbanisions davantage les littoraux français. D'autres possibilités existent, notamment à travers un assouplissement des appareils normatifs qui pèsent par ailleurs sur les territoires concernés. Loin du ton moralisant du gouvernement sur l'amendement du Sénat, je pense qu'il faut davantage se demander pourquoi nos collègues sont obligés d'agir de la sorte pour faire face à l'épuisement des acteurs locaux devant les contraintes qui leur sont infligées. Je pense ainsi qu'autoriser une agriculture ou de l'élevage raisonné dans les dents creuses n'infligerait rien de terrible au principe même de la loi littorale. Ce qu'il faut pour la préserver, c'est la transparence absolue des politiques liées à ce sujet et une attention renouvelée sur les pratiques immobilières qui se déroulent souvent dans ces zones. Je pense par exemple à la Corse, où des associations locales sont régulièrement obligées de saisir les tribunaux pour contrer l'incivilité de Parisiens proches des réseaux de pouvoir et ne respectant aucunement la loi. Le recul du trait de côte est une question qui dépasse la seule force de la loi, et ce par définition. Une réalité que les chambres comme les services ministériels peinent souvent à entendre autrement qu'à travers le fantasme de textes incompréhensibles pour les citoyens. Ils font le grand bonheur des cabinets d'avocats, multiplient les réunions entre services et font perdre du temps à tous dans le règlement des problématiques locales.
En sortant de la religion du réchauffement climatique et de la captation des questions environnementales par des nuées de structures sursubventionnées, nous parviendrions à faire avancer le bon sens. Le bon sens serait d'ailleurs notre seule solution pour aller vers le bien commun sur ce dossier comme sur tous les autres. Je vous remercie. Merci, monsieur le